Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube Mandarin TV. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo à droite pour ne rien rater des actualités, reportages et documentaires. Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite les titres de ce journal. La médecine traditionnelle chinoise intégrée dans le traitement des cas de Covid-19 a-t-elle une vraie efficacité? Réponse dans ce journal. Xi Jinping s'est entretenu avec les présidents sud-coréens et biélorusses. L'objectif, approfondir la coopération entre ces pays et la Chine. Selon le Fonds monétaire international, l'économie chinoise devrait croître de 8,1% en 2021. La Chine s'emploie à favoriser la modernisation industrielle des régions ouest du pays. L'aéroport de Guangzhou-Baiyun est devenu l'aéroport le plus fréquenté du monde en 2020. Suez renforce sa présence en Chine. Le groupe a signé une série de nouveaux contrats. Et avant de vous donner les dernières informations concernant le Covid-19 en Chine, commençons ce journal par le témoignage d'un des rescapés de la mine d'or de Xijia qui a fait, rappelons-le, 10 morts. C'est comme une résurrection. Après 2 semaines coincés sous terre, 2 hommes rescapés d'un accident de mine en Chine ont fait part mardi, depuis leur lit d'hôpital, de leur joie et de leur soulagement à la télévision publique. Pendant 9 jours, on n'avait rien à manger, mais quand on a entendu qu'un trou avait été percé, on s'est tous levés. Le sentiment qu'on a ressenti à ce moment-là, c'était indescriptible. On savait très bien que c'était extrêmement difficile de creuser aussi profondément. On était à près de 600 mètres sous terre. Aujourd'hui, on est soulagé que les autorités n'aient pas abandonné, a expliqué un des mineurs rescapés à la télévision publique CCTV depuis son lit d'hôpital habillé d'un pyjama et visiblement en forme. Une semaine après le drame, les sauveteurs avaient réussi à entrer en contact avec un groupe de 11 mineurs. Les secouristes avaient forcé un conduit par lequel ils avaient notamment acheminé des vivres, des médicaments, mais aussi des vitamines, qui ont permis aux hommes exténués de reprendre des forces. Les mineurs survivants se trouvent actuellement dans un état stable et bénéficient d'une équipe médicale personnalisée, ainsi que d'un soutien psychologique. L'état d'esprit des hommes était assez variable. Certains étaient pessimistes, d'autres optimistes. On a pu s'en tirer parce qu'on s'est réconforté, qu'on s'est encouragé les uns les autres, ajoute le mineur. Au total, 10 hommes sont décédés et un est toujours porté disparu. Les sauveteurs avaient perdu un temps précieux juste après l'accident, car il n'avait pas été rendu public que le lendemain de sa survenue. 2 responsables de la ville de Xijia, le chef local du Parti communiste et le maire, ont déjà été limogés suite à ce retard. Une enquête est par ailleurs en cours pour déterminer les causes du drame. C'est désormais officiel, le Covid-19 a fait plus de 2 millions de morts dans le monde. Et en Chine, les autorités ont décidé d'intégrer la médecine traditionnelle chinoise dans le traitement des cas positifs qui peut se combiner avec les traitements classiques. Mais est-elle vraiment efficace? Les précisions dans ce reportage. La médecine traditionnelle combinée au traitement classique, voilà une des stratégies de la Chine pour lutter contre le Covid-19. En effet, outre ces vaccins, le pays intègre la médecine traditionnelle chinoise dans le traitement de tous les cas confirmés de Covid-19. C'est le cas actuellement dans la province du Heilongjiang au nord-est de la Chine, qui a connu un rebond de l'épidémie de coronavirus ces dernières semaines. Rappelons que dès le début de l'épidémie l'année dernière, plus de 4900 praticiens spécialisés en médecine traditionnelle chinoise ont été envoyés à Wuhan et dans la province du Hebei. En février dernier, une décoction à base de plantes Qingfei Paidu a connu un grand succès. Cette mixture d'éphédra, de racines de réglisse chinoise, de noyaux d'abricot, de rhizomes, de gingembre et d'igname, ainsi que d'une quinzaine d'autres ingrédients, est réputée pour purifier et détoxifier les poumons. Des centaines de milliers de doses ont été distribuées aux hôpitaux, dont 390 000 à Wuhan et 500 000 dans le reste de la province du Hebei. Selon Wang Wei, vice-président de l'université de médecine chinoise de Pékin, le Qingfei Paidu a joué un rôle fondamental pour éviter que l'état des patients présentant des symptômes légers ne se détériore.
Le président chinois Xi Jinping, d'ailleurs en personne, soutient cette médecine qu'il considère comme un trésor de la civilisation chinoise. Aujourd'hui, près de 87% des protocoles de traitement du Covid-19 à l'échelle nationale incluent des remèdes traditionnels. En 2015, le pays comptait 3 966 hôpitaux et 42 528 cliniques dédiées à la médecine traditionnelle chinoise. L'Organisation mondiale de la santé a souligné en 2016 le rôle important de cette médecine ancestrale. Malgré tout, jusqu'à présent, aucune étude sérieuse n'a confirmé l'efficacité de la médecine traditionnelle chinoise sur le Covid-19 et de nombreux médecins ne sont toujours pas convaincus par cette méthode. Et fermons cette page Covid à Pékin où une femme de 37 ans a été condamnée à 1 an de prison pour avoir dissimulé des symptômes du coronavirus avant de monter à bord d'un avion. Selon le tribunal, la femme a violé les règles chinoises contre la propagation du virus. Et en pleine crise sanitaire, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu par téléphone avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in et le président biélorusse Alexander Loukachenko. L'occasion d'approfondir la coopération entre ces pays et la Chine. Le président chinois Xi Jinping a eu des entretiens téléphoniques avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in, mais aussi le président biélorusse Alexander Loukachenko. Xi Jinping a déclaré que la Chine et la Corée du Sud avaient travaillé ensemble pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et que les deux parties devraient continuer à faciliter la prévention et le contrôle des épidémies, mais aussi le développement économique. Il a également déclaré que les deux parties pouvaient mettre en application le consensus atteint pour accélérer l'alignement des stratégies de développement et l'approfondissement de la coopération dans des domaines clés. L'année 2022 marquera le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Corée du Sud. Mais le président chinois s'est aussi entretenu avec la Biélorussie et au cours de sa conversation téléphonique avec le président biélorusse Alexander Loukachenko, Xi Jinping a encouragé les deux parties à réaliser de solides progrès dans la construction du parc industriel Chine-Biélorussie. Il a également appelé à promouvoir le développement de qualité de la coopération bilatérale dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Alexander Loukachenko, le président biélorusse, a souligné sa volonté de se joindre à la Chine sur ces projets. Le Fonds monétaire international FMI a prédit mardi que l'économie mondiale devrait croître de 5,5% en 2021. Une bonne nouvelle donc, mais aussi pour la Chine, dont l'économie pourrait connaître une hausse de 8,1%. Le Fonds monétaire international FMI a prédit mardi que l'économie chinoise connaîtrait une croissance de 8,1% en 2021, soit 0,1 point de pourcentage de moins que ce qui avait été annoncé dans les prévisions d'octobre, selon la dernière mise à jour de ces perspectives de l'économie mondiale. La Chine est l'une des seules économies à avoir retrouvé dès le 4e trimestre 2020 le niveau de croissance prévu avant la pandémie et est très en avance sur les autres grandes économies mondiales. La Chine a très bien réussi à contenir la pandémie et cela a largement contribué à relancer rapidement l'activité économique. Un soutien politique efficace a été apporté à la fois en termes de politique budgétaire et de politique monétaire, a déclaré mardi matin durant un point de presse virtuel Jita Gopinath, économiste en chef du FMI, ajoutant que les exportations chinoises avaient également augmenté grâce à ces mesures. Faisant écho aux remarques de Madame Gopinath, Malar Nabar, chef de division au département de la recherche du FMI, a indiqué que les politiques de soutien mises en place en Chine avaient constitué un important moteur de son impressionnante reprise en 2020. Dans la dernière mise à jour des perspectives de l'économie mondiale, le FMI prévoit une croissance de l'économie mondiale de 5,5% en 2021, soit 0,3 points de pourcentage de plus que les prévisions d'octobre. En 2022, la Chine devrait par ailleurs enregistrer une croissance de 5,6% contre 4,2% pour l'ensemble de l'économie mondiale. Restons dans le domaine économique. Certaines provinces chinoises ont fixé pour objectif d'atteindre une croissance annuelle du produit intérieur brut, PIB, de plus de 6% cette année. Des chiffres ambitieux, mais malgré tout revus à la baisse en raison de la crise sanitaire.
Plusieurs gouvernements provinciaux chinois ont fixé pour objectif d'atteindre une croissance annuelle du produit intérieur brut de plus de 6% cette année. C'est ce qu'ont déclaré les législateurs lors de la convocation de leur réunion législative annuelle. Selon les rapports gouvernementaux, en raison de la pandémie de Covid-19, Beijing et Shanghai ont enregistré une croissance économique négative au premier semestre 2020 et une croissance de leur PIB de 1,2 et 1,7% respectivement sur toute l'année. Les rapports ont également montré que le PIB par habitant des villes a dépassé 23 000 $, ce qui équivaut à des économies développées à un niveau intermédiaire, comme l'Arabie Saoudite et la République tchèque. Beijing vise à maintenir l'augmentation de son indice des prix à la consommation à moins de 3% par rapport à l'année dernière, tandis que Shanghai s'est fixé un objectif à moins de 2,5%, c'est ce qu'ont indiqué les derniers rapports. La province du Guangdong au sud de la Chine visait une croissance économique de plus de 6% cette année, c'est ce qu'a déclaré le 24 janvier le gouverneur Ma Xingriu. La province a enregistré une croissance de 2,3% de son PIB en 2020 pour dépasser 11 milliards de yuan, soit environ 1700 milliards de $. C'est ce qu'a précisé le gouverneur lors de la présentation d'un rapport de travail du gouvernement lors de la session annuelle de la législature provinciale, tout en soulignant que le volume du PIB du Guangdong a continué de dominer les régions chinoises de niveau provincial. La province insulaire du Henan au sud de la Chine a quant à elle annoncé le même jour que sa croissance économique ne serait pas inférieure à 10% en 2021 contre environ 6,5% pour 2020. En juin dernier, la Chine a publié un plan directeur pour le port franc du Henan qui vise à faire de la province insulaire un pôle commercial hors taxe d'influence mondiale d'ici le milieu du siècle. La province du Hubei au centre de la Chine, durement frappée l'année dernière par l'épidémie de Covid-19, a elle fixé son objectif de croissance du PIB à plus de 10% en 2021, alors que le PIB de la province en 2020 est revenu à plus de 95% du niveau de l'année dernière. Et pour assurer une meilleure répartition des richesses dans le pays, la Chine révise son catalogue pour favoriser la modernisation industrielle des régions ouest du pays, des régions aujourd'hui moins développées que la façade est qui s'appuie, elle, sur ces grandes métropoles. La Commission nationale chinoise du développement et de la réforme a publié le 26 janvier un catalogue révisé des industries dont le développement doit être encouragé dans les régions ouest du pays. Cette initiative vise à favoriser les modernisations industrielles et le développement d'industries caractéristiques dans les vastes régions occidentales de la Chine. À compter du 1er mars, le catalogue révisé permettra de percevoir l'impôt sur les sociétés à un taux réduit de 15% pour les entreprises éligibles. Selon la Commission, des industries telles que la fabrication d'automobiles et de pièces, la transformation intelligente et verte des textiles et des vêtements, les appareils électroménagers, mais aussi la fabrication d'électronique grand public ont été ajoutés à la liste. Pour encourager davantage les régions de l'ouest de la Chine à mieux utiliser leurs avantages uniques, des industries telles que l'agriculture, la foresterie, l'élevage et la pêche, mais aussi la santé et le tourisme ont également été ajoutées à la nouvelle liste. De même, des industries telles que la conservation de l'énergie, la protection de l'environnement et la construction habitale ont été incluses dans le nouveau catalogue, ainsi que les textiles industriels légers, l'artisanat spécial et d'autres industries qui favorisent l'emploi et augmentent les revenus des résidents. Les entreprises éligibles aux politiques fiscales préférentielles sont celles dont l'activité principale est dans les industries incluses dans le nouveau catalogue et dont les principaux revenus de l'entreprise représentent plus de 60% de leurs revenus totaux, a indiqué la Commission. L'aéroport le plus fréquenté au monde en 2020 est chinois. Il s'agit de l'aéroport international de Guangzhou Baiyun, situé dans la capitale provinciale du Guangdong au sud de la Chine. Il dépasse ainsi l'aéroport international de Hartsfield-Jackson d'Atlanta, détenteur du précédent record. L'aéroport international de Guangzhou Baiyun, situé dans la capitale provinciale du Guangdong au sud de la Chine, a dépassé l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta aux États-Unis pour devenir l'aéroport le plus fréquenté du monde en 2020. Selon un communiqué publié le 25 janvier par l'aéroport international de Guangzhou Baiyun, l'aéroport du Guangzhou, l'un des 3 plus fréquentés de la partie continentale de la Chine, a accueilli 43 millions de voyages de passagers l'année dernière, malgré la pandémie de Covid-19, soit environ 800 000 de plus que le chiffre enregistré à l'aéroport d'Atlanta.
L'année dernière, alors que la pandémie battait son plein, l'aéroport d'Atlanta a enregistré 42 millions de voyages de passagers, soit une baisse de 61% d'une année sur l'autre. C'est la première fois qu'un aéroport chinois est au premier rang mondial en matière de flux de passagers, a indiqué le communiqué. Alors que la pandémie commençait à être contrôlée sur la partie continentale de la Chine à partir du mois d'avril, l'aéroport de Guangzhou Baiyun a commencé à gérer plus de voyages de passagers que son homologue d'Atlanta. Ce fut à cette époque que les grandes entreprises industrielles de la province, qui abritent de nombreuses entreprises à financement étranger, des co-entreprises, des entreprises publiques et privées, qui ont repris la production, a souligné le communiqué. Pour le mois de novembre, l'aéroport de Guangzhou Baiyun a traité plus de 5 millions de voyages de passagers, devenant ainsi le premier aéroport à dépasser la barre des 5 millions de voyages de passagers sur le continent en un seul mois. La croissance rapide du flux de passagers à l'aéroport de Guangzhou Baiyun indique un fort rebond économique dans la région Greater Bay Area Guangdong Hong Kong, Macao, le coronavirus étant globalement contrôlé sur la partie continentale de la Chine. Le produit intérieur brut de la province du Guangdong a atteint plus de 11 milliards de yuan, soit 1690 milliards de dollars en 2020. Suez renforce sa présence en Chine. Le groupe a signé une série de 21 nouveaux contrats dans le pays, ce qui lui a permis d'atteindre 266 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les détails dans ce reportage. Suez renforce sa présence en Chine et accompagne le pays dans sa croissance verte. Au cours des 6 derniers mois, le groupe a signé une série de nouveaux contrats de conception, de construction, d'exploitation et de gestion de l'eau potable, mais aussi de traitement des eaux usées en Chine pour un chiffre d'affaires total d'environ 266 millions d'euros. Ces nouveaux contrats concernent de nombreuses villes et provinces chinoises, notamment Beijing, Shanghai, Shaanxi, Guizhou ou encore Guangdong. Le groupe a également noué un partenariat stratégique avec la région autonome de Mongolie intérieure pour fournir des services intelligents de surveillance et de gestion de l'environnement. Aux côtés de China National Petroleum Corporation, pour atteindre le zéro rejet liquide d'affluents pétrochimiques, Suez a signé 2 nouveaux contrats avec China National Petroleum Corporation dans la continuité de la collaboration initiée en 2007 avec le groupe sur de nombreux projets de traitement des eaux usées. Suite à la signature d'un premier contrat de 15 ans avec Invista pour le traitement des déchets industriels, Suez et Invista ont signé un nouveau contrat d'une durée de 25 ans visant à assurer l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées au sein du site industriel de Shanghai Chemical Industry Park. À Panjin, dans la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, Suez a récemment investi dans un centre majeur de la pétrochimie, renforçant ainsi son partenariat avec le Panjin Water Group pour l'exploitation conjointe d'une usine de traitement de l'eau potable d'une capacité de 180 000 m3 par jour. Dans la région autonome de Mongolie intérieure, le groupe environnemental de Mongolie intérieure a signé un accord de coopération stratégique avec le groupe afin de gérer ses activités liées à l'environnement, tels que le traitement et le recyclage de l'eau, dans le respect de l'écosystème, la revalorisation des déchets solides et la gestion environnementale. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos vidéos sur www.mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube Mandarin TV. Très belle soirée ou très belle journée sur Mandarin TV.